Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, l'ambassadeur Koudou Kessié Raymond, anciennement ambassadeur de Côte d'Ivoire en France couvrant le Portugal et ensuite ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël couvrant la Turquie. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité politique qui est aujourd'hui dominée par le procès du président Laurent Gbagbo qui s'ouvre le 28 janvier prochain à La Haye. Il faut par ailleurs préciser que M. Koudou Kessié est aussi militant du Front populaire ivoirien, le parti politique créé par le président Laurent Gbagbo. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Excellence, depuis la fin de la crise politique consécutive aux élections qui se sont mal déroulées en Côte d'Ivoire, vous êtes désormais résident en Europe, vous vivez en exil. Alors, est-ce que ce n'est pas difficile pour vous d'abandonner tout comme ça, toute la famille, et de vous retrouver ici en Europe? D'abord, je renouvelle mes remerciements à votre plateau qui m'accueille à l'occasion du procès du président Laurent Gbagbo. C'est une satisfaction, une grande satisfaction de parler avec vous de ce moment important de la Côte d'Ivoire, de notre parti et de la personnalité qui est en cause. Oh, résident, vous avez dit en Europe. Non, je ne suis pas résident ici. Ah, vous vivez en exil? Je suis en exil. Oui. Voilà. Entre les résidents que vous êtes, vous autres et nous les exilés, qui avons trouvé refuge, qui, dans des pays africains, qui, en Europe, nous sommes vraiment des exilés. Ce n'est pas une situation difficile que de vivre dans ces conditions-là? Vous qui avez occupé de si hautes fonctions, vous retrouvez comme ça en Europe, en exil. Qu'est-ce qui vous empêche de retourner aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous savez, ce n'est pas tellement le fait d'avoir occupé de hautes fonctions qui fait la difficulté de notre présence ailleurs que dans notre pays. Vous savez, on est mieux que chez soi. Et naturellement, au moment où on nous fait obligation de manière contradictoire avec la Constitution qui interdit que des fils et des filles soient contraints à l'exil, nous sommes en exil et l'exil n'est jamais bon pour personne. Il ne faut jamais souhaiter l'exil à quelqu'un. Certains des nôtres sont dans les pays africains, je nomme le Libéria, je nomme le Ghana, je nomme le Togo, dans des conditions extrêmement difficiles, dans des camps. La plupart couchant à même le sol, sous les tentes. Quand il pleut, imaginez ce qui se passe. Ils n'ont plus le minimum pour survivre. Ce minimum-là se résumait aux petites dotations alimentaires qui étaient données par le HCR. Ils ont coupé aujourd'hui ces vivres-là. Et des frères, des sœurs, des familles tout entières vivent en exil dans des conditions dramatiques qu'on ne peut pas imaginer. Oui, il y a d'autres dont les conditions sont un peu différentes. Mais quelle que soit la condition, la dimension de l'exil qui est la dimension psychologique, celle-là, elle est lourde à porter. Il me plairait de retrouver le plus rapidement possible mon pays. Parce que je ne suis pas né ambassadeur. Je ne suis pas non plus né professeur d'université. Mais j'ai au moins une carrière qui est celle de professeur d'université. Si je ne suis pas ambassadeur, diplomate, je peux retrouver au moins ma carrière. Et même si l'impossible se présentait et que je ne puisse pas retrouver ma carrière, je peux retrouver tout à fait, avec grand plaisir, mon village. Parce que j'ai un village. Alors, mais qu'est-ce qui vous empêche, Excellence, de retourner dans votre village aujourd'hui? Mais écoutez, vous savez, dans l'histoire de nos pays, c'est la première fois qu'un ambassadeur d'un pays qui est en poste est sujet à un mandat d'arrêt international. J'étais à mon poste,
en Israël lorsque le nouveau régime, celui de Ouattara, a lancé un mandat d'arrêt international contre moi, au motif que j'aurais abandonné mon poste, que j'avais déjà quitté Israël. Bon, peut-être que dans leur planification, c'était ce qui était attendu, mais j'étais à mon poste. Nombre de diplomates sur la place d'Israël, comme le ministère s'interrogeait, mais enfin, on parle avec vous, on nous dit que vous avez déjà quitté votre poste, vous avez fui. Ils aiment beaucoup ce terme-là. Mais j'étais à mon poste quand un mandat d'arrêt international a été lancé contre moi. Vous imaginez la suite. Et dans les conditions où il faut, dans un premier temps, sauver d'abord sa vie, sauver des situations où on ne vous estrophie pas à vie, estropié, que vous ne portiez pas à vie des stigmates de traitement inhumain et dégradant. Il a fallu que je puisse quitter mon poste, donc d'Ardar. Pour vous mettre à l'abri où, désormais? Je me suis mis immédiatement à l'abri, en exil, au Ghana. Et ensuite? Mais même pas ensuite, je veux dire que j'ai lu dans la presse un certain monsieur qui s'appelle Congo Cissé, qui prétendait dans un écrit que l'ambassadeur d'Israël... Vous voulez parler du ministre Cissé Bakongo? Oui, c'est certainement le ministre Cissé Bakongo, oui, qui disait l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël en 2011 a fui Israël, son poste, pour se réfugier en Turquie. Première grossièreté, je ne me suis pas réfugié en Turquie. Excellence, je me suis réfugié on va revenir à ça. Vous êtes désormais, je crois que vous êtes désormais ici en Europe, c'est ici que... Je suis en Angleterre. Voilà, vous êtes en Angleterre, on va revenir à ça. Et on va tout de suite parler du procès du président Laurent Gbagbo, qui s'ouvre le 28 janvier prochain à La Haye. Alors on voudrait savoir comment le FPI se prépare pour conduire ce moment très important de l'histoire de la Côte d'Ivoire et certainement de l'Afrique. Comment est-ce que le FPI se prépare? Comme vous le savez, le président Laurent Gbagbo est celui qui a fondé le FPI. C'est lui par qui le multipartisme est revenu en Côte d'Ivoire. Et lors de son dernier congrès à Mama, le Front populaire ivoirien l'a porté à nouveau à la tête du Front populaire ivoirien. Et cette haute personnalité du Front populaire ivoirien et de la Côte d'Ivoire se trouve à La Haye, dans les lieux de la détention, et son procès a lieu le 28. Pour le Front populaire ivoirien, c'est un moment important. Excellence, excusez-moi, avant que nous n'allions loin, vous parlez du congrès de Mama, le congrès qui ne reconnaît pas les autorités en place en Côte d'Ivoire, et ça dit que vous êtes rangé du côté de ceux qui se sont réunis à Mama. Mais nous n'avons pas besoin, du point de vue de nos textes, que le pouvoir reconnaisse un congrès. Ce n'est pas son travail de reconnaître un congrès. Les organisations type loi 1901 s'organisent librement. Le Front populaire ivoirien a convoqué son congrès ordinaire de manière régulière et son congrès a été empêché dans une sorte de complicité entre Afin Guessan et le pouvoir. Parce qu'il n'entendait pas que ce congrès lui échappe d'abord dans ses résolutions, mais surtout dans les personnalités qui allaient être portées à la direction du Front populaire ivoirien. Puisque, naturellement, avec les actes qui avaient été posés par Afin Guessan, il savait qu'il ne pouvait plus être reconduit à la tête du Front populaire ivoirien. Il a fait des mains et des pieds dans une sorte de complicité avec le pouvoir pour interdire ce congrès et pour amener en prison des camarades. Vous imaginez un militant d'un parti qui est à la base de l'arrestation et de l'emprisonnement d'autres camarades. Afin Guessan serait à la base de l'emprisonnement des autres camarades. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Écoutez, il me paraît évident que lorsque le président du Congrès, monsieur le professeur Danon Guégué, le président du Congrès,
du comité d'organisation du congrès met tout en œuvre pour que ce congrès ait lieu et que sur la base des actes posés par M. Afin Guessan, le pouvoir intervient et intervient nuitamment parce que il interdisait à toute autre personne de pouvoir organiser un congrès pour le compte du Front populaire ivoirien si ce n'était M. Afin Guessan, et qu'on arrête M. Dano Guégué et d'autres camarades dans ce contexte-là, il n'y a pas 1000 conclusions. Il n'y a pas à se poser 1000 questions. Exactement, voilà. C'est ce que vous dites. Voilà. Excellence, on va donc poursuivre sur la stratégie que le FPI Voilà. Alors, met en place pour ce procès. Voilà. Qui Donc je voulais simplement rappeler que le président Gbagbo est le président actuel du Front populaire ivoirien. Et il est donc devant les juges de la CPI le 28. Pour nous, c'est un moment de grande mobilisation pour le Front populaire ivoirien. Mais vous savez, aujourd'hui, Laurent Gbagbo transcende le Front populaire ivoirien, il transcende la Côte d'Ivoire. Il appartient à l'Afrique. Et nombre d'Africains nous le montrent au quotidien, qui par des lettres, qui par des déclarations, etc., de soutien. Et donc, il s'agit pour nous d'être aux côtés du président Laurent Gbagbo, notre président, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président du Front populaire ivoirien. Il s'agit pour nous... Excellence, Oui. excusez-moi, vous êtes ambassadeur, Oui. soumis donc au droit de réserve, comme on le dit très souvent, mais en même temps, vous êtes une haute personnalité. Vous êtes en train de dire que le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Je pèse mes mots. Un ambassadeur ne porte pas forcément une langue de bois ou ne dit pas des choses qui soient contraires aux faits. Le président Laurent Gbagbo, en 2011, a été arraché du pouvoir, manu militari, par les armes. Est-ce que vous voyez? Et il a été déporté à la CPI. Ce président est le président légitime et légal pour moi. Pourquoi légitime et légal? Parce que nous n'avons pas d'autre institution qui puisse valider une élection. C'est le Conseil constitutionnel, ici comme ailleurs. Et ces jugements sont insusceptibles de recours. Le Conseil constitutionnel, après avoir statué, a déclaré le président Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Le président légal, c'est celui-là. Même si il y a eu une intervention musclée à la tête de laquelle était la communauté internationale amenée par la France, et que le président Laurent Gbagbo a été dégagé du pouvoir de cette manière violente, pour moi, le président qui a l'onction du peuple, c'est le président Laurent Gbagbo. Et il ne s'agit pas de savoir si ça sort de la bouche d'un ambassadeur ou d'un autre. Il s'agit des faits. Maintenant, il y a quelqu'un, comme parfois quand il y a des coups d'État, où on a pu dégager un chef qui a la légitimité et la légalité, et qu'on a pris le pouvoir par la force, à un moment donné, il y a des données de fait. Quelqu'un peut être donc chef d'État dans ces conditions-là. C'est exactement dans ces conditions-là que monsieur Draman était arrivé au poste dans le fauteuil de chef d'État en République de Côte d'Ivoire. On me dira, il y a eu des élections tout dernièrement, mais c'est ça, ce sont des élections, ça? On arrivera à ça. Non, mais quand vous dites ambassadeur astreint au droit de réserve, je me dois de vous dire qu'un ambassadeur ne doit pas forcément dire des choses qui soient contraires à la vérité. Mais je suis d'abord un citoyen ivoirien, et je suis là non pas en tant qu'ambassadeur, je suis là en tant que responsable du Front populaire ivoirien, secrétaire national chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, désigné par mon parti pour diriger la délégation du Front populaire ivoirien aux côtés du président Laurent Gbagbo lors du procès. Donc c'est à ce titre-là que je suis là. Permettez que je puisse parler à ce titre et non pas au titre d'ambassadeur que je ne suis plus. Même si on garde le titre d'ambassadeur à vie. Bien sûr. Voilà. On vous a très bien compris, mais merci. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que la stratégie du FPI pour mener cette importante étape,
qui s'ouvre le 28 janvier prochain, on ne la comprend pas, elle est illisible. Qu'est-ce que devient Martha Go, qui était chargée par exemple de la libération de Laurent Gbagbo? On ne la voit plus sur le terrain. Oui, elle a dit qu'elle a été démise de ses fonctions. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? Je crois que vous avez posé une question qui est capitale. Qu'est-ce que le Front populaire a mis en place pour soutenir le président Laurent Gbagbo à l'occasion de son procès le 28? Permettez que je puisse en dire deux mots. Oui, ça fait partie, Martha Go fait partie de cette stratégie. Oui, mais Martha Go, c'est une grande militante du Front populaire ivoirien qui est à son poste et qui continue son travail au poste où elle a été désignée. Un ensemble de camarades restent effectivement chacun dans leurs responsabilités respectives. Aujourd'hui, c'est le procès du président Laurent Gbagbo. Et le Front populaire se mobilise comme un seul homme pour y être. Et la délégation qui a été désignée, que je conduis, c'est, on va dire, les personnes avancées d'une excroissance, c'est-à-dire d'une sorte de marée humaine, comme vous le verrez, à La Haye, pour démontrer que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qu'on veut nous peindre, la personnalité qu'on veut nous peindre comme ayant été la personne qui s'est accrochée au pouvoir, qui a conçu un plan d'extermination des partisans de Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui a conduit au quotidien d'exterminer d'autres Ivoiriens. Nous voulons le montrer. Nous voulons montrer par cette mobilisation que si Laurent Gbagbo est un criminel, ce n'est pas souvent que les victimes puissent vouer autant d'amour à leur bourreau et de soutien à leur bourreau. Oui, on connaît certains syndromes où on finit parfois par tomber amoureux, comme le syndrome de Stockholm. On finit par tomber amoureux du ravisseur, etc. Mais une, deux, trois personnes, ça se comprend. Mais lorsque vous avez des Ivoiriens qui se mobilisent pratiquement au quotidien dans tous les espaces de l'Europe et qui périodiquement se retrouvent comme un seul homme autour du président Laurent Gbagbo pour son anniversaire ou simplement pour pouvoir lui dire qu'ils sont là, ça ne peut pas être quelqu'un d'impopulaire. Il n'est pas impopulaire, vous avez raison de le dire, parce qu'on vient d'apprendre que d'anciens chefs d'État et de gouvernement africains auraient lancé une pétition, une sorte une pétition pour demander à la CPI la libération pure et simple de Laurent Gbagbo. Alors, ça prend une nouvelle dimension puisqu'on sait que ce procès est nettement politique. On se rend compte que ce genre de sortie, c'est à votre avantage. Mais vous mettez de l'eau à notre moulin. La conférence des anciens chefs d'État dirigée par le Mozambicain Joaquim Chissano, avec d'autres anciens chefs d'État que vous connaissez, comme Jerry Rawlings du Ghana. Ce n'est pas la première déclaration qu'ils font, ou ce n'est pas la première lettre qu'ils adressent à Madame le procureur de la CPI. Et donc, cette semaine, effectivement, une déclaration importante. D'abord, une lettre d'une dizaine de pages a été adressée au procureur de la CPI pour solliciter, ça c'est les termes diplomatiques, solliciter la libération du président Laurent Gbagbo dans un souci qui est fondamental, celui de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire et dans un souci de vérité. Déjà, dans leur première déclaration, il y a quelques mois, quand ils s'étaient réunis, je crois que c'était en Afrique du Sud, mes souvenirs peuvent être... oui, c'est exactement là-bas. Oui. En Afrique du Sud, ils avaient dit, et je le répéterai, quelqu'un
contre qui on tient un procès et qu'on tient pour comptable d'un ensemble de crimes, mais pour lesquels crimes il n'y a pas de preuve, il faut le relâcher. Parce que c'est la seule voie qui convienne. Vous savez, je voudrais rappeler seulement ici un principe de droit. Vous savez, j'ai beaucoup flirté avec le droit. Et c'est ce qui m'a permis de faire de la criminologie un autre élément de ma spécialité au niveau de la psychologie. Et en droit, en tout cas, dans les procédures judiciaires, le principe sacro-saint est celui de la preuve. Lorsque l'accusateur ne peut pas apporter la preuve de ce qu'il avance, le prévenu doit être acquitté. Voilà le principe fondamental. Parce que la preuve est au droit ce que le fait scientifique est à la science. Il faut que le fait soit observable, il soit vérifiable. Dans le cas du droit, il faut que l'accusation que vous portez soit soutenue par une preuve, ce qu'on appelle le caractère irréfragable de la preuve, c'est-à-dire le fait que cette preuve-là ne soit pas contestable. Mais il n'y a pas eu de preuve déjà lors du procès de la séance de confirmation des charges en juillet de l'année dernière. Les juges avaient clairement dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, insuffisant de preuves, et avaient demandé à Madame le procureur de retourner à ses enquêtes. Mais un an plus tard, elle est revenue, mais sans nouvelles preuves. Oui, mais vous, au niveau du FPI, mais comment est-ce que vous faites pour exploiter cela? Oui, elle est revenue. Ce sont des failles que vous aurez dû exploiter. Elle est revenue sans nouvelles preuves. Là où il n'y a pas de preuves, là où l'accusateur ne porte pas de preuves, on n'a qu'une seule chose, il faut libérer le prévenu. Lorsque vous ne libérez pas le prévenu et vous donnez simplement un autre délai au procureur pour aller faire ses enquêtes, vous vous inscrivez dans une procédure qui n'est plus judiciaire. C'est pourquoi nous disons que ce procès-là n'a pas d'autre caractérisation que le caractère politique. Face à un caractère politique, voyez-vous, la posture ne peut qu'être politique. En tout cas, la nôtre, nous respectons toute la procédure au niveau international, mais lorsque nous tirons la conclusion que je viens de tirer, nous ne pouvons qu'adopter une posture politique. C'est quoi la posture politique? C'est la mobilisation des militants, la mobilisation des Ivoiriens. Sur le terrain diplomatique, oui. Qu'est-ce que vous faites pour porter la cause de Laurent Gbagbo? Mais vous savez, vous avez bien dit sur le volet diplomatique. Le volet diplomatique, par nature, ce n'est pas celui qu'on discute sur des plateaux. Mais est-ce qu'il y a des actions qui peuvent rassurer? Mais je ne pourrais pas vous le dire. D'accord. Sachez simplement qu'il y a des choses diplomatiques qui se font. Mais là, sur ce plateau, je suis venu parler des choses politiques. Visibles. Irréfragables, que tout le monde peut voir, tester, démontrer. Tout le reste, frères, sachez que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qu'on nous décrit à la CPI. Ce criminel qu'on nous présente à la CPI, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas être le criminel, parce que Laurent Gbagbo, lorsque, vous savez, avec la rébellion qui est intervenue en 2002, la rébellion, quand un pouvoir est attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend. Celui qui s'est défendu ne peut pas être celui qu'on puisse accuser d'être celui qui était à la base des milliers de morts. Première chose. Il a été l'objet d'un ensemble de coups d'État dans toute cette période-là, avec des morts. Il se défend, celui qu'on accuse. Ensuite, et bouquet sur le gâteau, quelqu'un qui est élu président de la République de la Côte d'Ivoire, reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel, est à son poste,
on dit que c'est pas lui l'élu. Mais il dit, vous dites, c'est pas moi l'élu, mais c'est l'autre. Mettons une commission sur pied, dirigée par la communauté internationale pour savoir qui est l'élu, qui a gagné les qui a gagné les élections. C'est ce qui avait été... On dit non, c'est faire une injustice à l'autre camp. Et pour cela, on lui fait la guerre. Il résiste et celui qu'on met en prison, l'accusant d'avoir été à la base d'un nombre de morts qui a été défini. Parce que, naturellement, il faut penser qu'il y a plus de morts que cela. Alors, vous voyez que les choses sont pratiquement inversées. On vous a bien compris. Et comme vous avez ouvert le volet de la rébellion de 2002, on va évidemment parler de quelque chose qui a vraiment trait à cela. Hein. En votre qualité de diplomate rompu aux arcanes des affaires diplomatiques, si on peut le dire ainsi, quelle est l'analyse que vous portez sur le mandat d'arrêt international lancé par le Burkina Faso contre Guillaume Soro, qui, à l'époque du coup d'État, à l'époque de l'attaque de 2002, comme vous l'avez souligné, était vraiment le bébé chéri du Burkina Faso et qui est aujourd'hui poursuivi par ce même pays parce qu'il sera à la base de tout ce qui a été fait récemment au Burkina Faso, notamment le coup d'État foireux du général Diendéré. Merci beaucoup. Mais permettez-moi de conclure au moins le premier point. On viendra conclure dessus. Sur le procès du président Laurent Gbagbo. Oui, c'est par ça qu'on va conclure. C'est un élément qui est capital et qui nous tient à cœur. C'est par ça que vous nous allons conclure. Que nous revenons là-dessus. C'est par ça que nous allons conclure. La rébellion. Vous savez, la prise du pouvoir par les armes, n'est pas inscrite dans nos propres registres. Hein, et la rébellion qui est de plus en plus instrumentalisée au niveau international, comme celle qu'a revendiquée Guillaume Soro, finit par montrer de plus en plus toutes ces excroissances, tous ces démembrements. Mais au moins, il y a des éléments qui apparaissent lorsqu'on écoute les bandes dont il est question. M. Soro ne les avait pas reconnus, mais vous avez vu la posture de l'État de Côte d'Ivoire à travers le gouvernement qui interpelle simplement le Burkina Faso en disant « faisons une procédure diplomatique ». Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de quelqu'un qui est intervenu dans un autre pays pour être en intelligence. En intelligence avec d'autres personnes pour déstabiliser un pays, pour tuer puisqu'il y a eu des morts. Et c'est cette personne-là qui se trouve interpellée. Donc ce n'est pas une question à traiter simplement au niveau diplomatique souterrain, puisque la justice militaire a lancé un mandat d'arrêt. Ce mandat d'arrêt-là, à mon sens, on gagnerait à ce que la Côte d'Ivoire soustrait M. Soro de ce qu'on appelle on est souvent sous immunité quand on est diplomate ou quand on est à ce niveau de responsabilité, lever tout cela pour mettre Soro à la disposition de la justice pour répondre des crimes dont il se trouve être accusé. Il est présumé, mais il n'est pas pour le moment coupable. Qu'il puisse, et même la Côte d'Ivoire aurait gagné à donner sa disponibilité à une enquête conjointe pour que la vérité éclate. Mais je voulais dire encore plus que ça, lorsque M. Soro, dans cette bande, confesse directement ou indirectement qu'il est à la base de la mort de certains comme, comment il s'appelle, Désiré Tagro, le ministre Désiré Tagro. Mais la Côte d'Ivoire elle-même devrait se saisir de ce dossier pour son propre compte, conduire une enquête, interpeller le monsieur. Donc aujourd'hui, je dois simplement dire que la plainte ou le mandat d'arrêt international, il faut que nous fassions rapidement en sorte que la vérité éclate. Ok. Merci, Excellence. Avant de nous quitter, je voudrais quand même vous inviter, puisque vous allez conduire une grande délégation à La Haye le 28 janvier prochain, vous inviter à donner votre mot de fin en concluant sur le procès
qui va se dérouler ce jour-là? Le procès, pour nous, est un moment où tous les Ivoiriens, pas seulement les militants du Front populaire ivoirien, mais tous ceux qui ont, on va dire, battu le pavé au quotidien ici en Europe. Je voudrais d'abord, au nom du Front populaire ivoirien, saluer toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces adultes, ces personnes âgées qui ont manifesté quotidiennement pour dire à la communauté internationale d'arrêter ce qu'elle fait dans nos pays et de libérer le président Laurent Gbagbo. Je voudrais d'abord les saluer et dire que le 28, le 29, ça va être une grande mobilisation. Une grande mobilisation non pas pour défier qui que ce soit, non pas pour dire qu'il ne faut pas que lorsqu'il y a des crimes, parce qu'il y a eu des morts, nous ne méprisons pas le fait que les morts à l'occasion de la crise post-électorale, oui, qu'on puisse savoir qui est responsable. C'est tout à fait normal parce que nous ne saluons pas ou nous ne souhaitons pas qu'il y ait une impunité. Nous disons simplement qu'il faut poser les bonnes questions. Il ne faudrait pas faire comme à l'époque de l'affaire Dreyfus où un certain juge disait la question ne sera pas posée. Qu'on puisse poser la question de savoir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Parce que c'est celui qui les a perdus qui est responsable de tout ce qui est advenu. Nous voulons montrer par la qualité de cette mobilisation-là que nous sommes avec le président Laurent Gbagbo, que le peuple ivoirien se reconnaît véritablement à travers le président Laurent Gbagbo et ne reconnaît pas le président Laurent Gbagbo comme le criminel qui est désigné par la communauté internationale à travers la CPI. Merci. Notre mobilisation, c'est cela. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Excellence. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs d'Event News TV, nous recevions l'ambassadeur Raymond Koudou-Kessié qui est venu pour parler du procès du président Laurent Gbagbo qui s'ouvre le 28 janvier prochain à La Haye. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à bientôt.